peux dire Massine? Ouais, bien sûr. On Ok. se tutoie, hein. Je te vois parfois. Non. Ok. Ça sera l'arrière-plan. Ça sera ça le fond sonore. Il est pas très fort, c'est cool. Donc ça, c'est ma voix. Maintenant, c'est à toi de parler, Guillaume. Après, on va parler ensemble. Donc maintenant là c'est ma voix, voilà, je m'appelle Guillaume, j'ai pas du tout envie d'entendre ma voix parce que ça va être de la merde. Non, mais tu sais, c'est un exercice difficile de s'écouter soi-même. Ouais, je Ouais. pense que... ouais, c'est plutôt bizarre. C'est un peu bizarre C'est très parfois. cringe. Ben écoute, on va parler de belles choses. Vas-y. Vas-y. Chères auditrices et auditeurs, il n'y a pas vraiment d'heure sur Internet. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur Les Curieux. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Guillaume. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Massine. Merci beaucoup. Bonjour. Dans le cadre du format discussion dont je vous avais parlé donc de l'épisode à l'épisode 0 de la chaîne et dont vous pouvez tous participer en m'envoyant un mail ou en DM sur les réseaux sociaux. Donc toutes les infos sont en description. Avant de commencer la discussion, je voudrais donc dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'on se connaît depuis fort longtemps, donc depuis belle lurette, hein, c'est un mot qui témoigne de mon ancienneté, et qu'on est même de très bons amis, qu'on a même fait nos études ensemble. On a souffert On a ensemble. souffert ensemble, vive la souffrance, et d'ailleurs c'est ça qui nous lie maintenant. Et si j'ai choisi de faire cette première discussion avec toi, c'est parce que je considère que tu as des choses à dire et à apprendre à ceux qui nous écoutent et que tu as eu aussi, je tiens à le dire, une grande influence sur moi, grâce ou à cause de toi, tout dépend des points de vue, mais moi je dirais Grâce. grâce à toi, oui, moi je dirais grâce à toi, je suis devenu végétarien. Donc aujourd'hui, on va parler de végétarisme, de végétalisme, de véganisme, d'animalisme, d'antispécisme et de sentiencisme. Exactement. Sentiencisme, ok. Bah. Et donc, pour nous définir tout ça, bah, tu vas nous dire d'abord qui tu es, que fais-tu, d'où est-ce que tu viens, enfin, dis-nous ce que tu veux nous dire de toi. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans. Comme Massine, je suis en doctorat de recherche en physique. Et je suis également vegan, antispéciste et sentienciste. Alors ça fait plein de mots compliqués, on dirait que c'est un jargon extraterrestre, mais bon, on peut mettre des définitions sur tout ça. Et je vais les donner pour que ça soit plus clair pour la suite. Donc tout d'abord, il y a le végétarisme qui est assez connu, le végétalisme qui va un peu plus loin. Donc le végétarisme, c'est un régime alimentaire qui exclut la consommation de viande, y compris du poisson. Et le végétalisme, ça va plus loin puisque ça exclut de l'alimentation tous les produits issus de l'exploitation animale, donc ça inclut les œufs, les produits laitiers et le miel. Donc ça, c'est les régimes alimentaires. Après, il y a le véganisme qui, en plus du régime alimentaire, exclut les produits de l'exploitation animale sous d'autres formes, donc la fourrure, ne pas aller Au voir de zoo, corrida, le zoo, ne pas aller chasser, ne pas aller pêcher, voilà. tout ce qui touche finalement à la condition animale, l'exploitation animale. C'est ça, et qui ne relève pas de l'alimentation, sinon c'est dans le végétalisme. Ensuite, donc il y a l'antispécisme. L'antispécisme, il s'oppose au spécisme, et le spécisme, c'est un mot qui a été créé par analogie avec le racisme et le sexisme. C'est la discrimination sur le seul fait de l'espèce. Donc c'est l'idée qu'il y a des membres d'espèces qui valent plus que d'autres juste parce qu'ils font partie de telle espèce. Donc l'espèce c'est un critère biologique relativement arbitraire hein, pour les biologistes qui nous écoutent. Donc il y a pas plus de sens de dire que un chien a de l'importance parce que c'est un chien et un cochon n'a pas d'importance parce que c'est un cochon. Il n'y a pas plus de sens à dire ça que de dire que les hommes ont plus d'importance parce que c'est des hommes, alors que les femmes elles en auraient moins du simple fait d'être femmes. C'est un peu un critère arbitraire. Et évidemment, dans la hiérarchie spéciste, les humains seraient tout au-dessus, être tout puissants qui auraient droit de vie ou de mort sur tous les autres animaux. Donc l'antispécisme va s'opposer à ça et dire c'est pas l'espèce en soi qui est importante, c'est sûrement autre chose. Et souvent, ce autre chose, c'est la sentience. Donc dans le cas, moi je suis antispéciste, c'est-à-dire que je pense que le critère d'espèce n'est pas forcément toujours pertinent en soi. Et je suis sentienciste, je pense que le critère pertinent, c'est la sentience. Et la sentience, c'est la partie phénoménale de la conscience. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui fait qu'on a des expériences subjectives. C'est ce qui fait qu'on peut apprécier certains moments,
ou éprouver de la souffrance dans d'autres moments. Et il y a aussi des expériences subjectives qui sont neutres, idéologiquement et moralement, du style percevoir du bleu, percevoir du rouge, c'est pas forcément accompagné d'une souffrance ou d'un bien-être. Donc tout ce qui est sentient, c'est avoir une expérience subjective, et pour les sentiencistes, c'est ça qui est important. Si quelque chose n'a pas d'expérience subjective, genre un caillou, il n'y a aucun tort qu'on puisse lui faire. À l'inverse, si un être a des expériences subjectives, comme un cochon, une poule ou un humain, eh ben, il faut prendre en compte ses intérêts. Et si cet être est capable de souffrir, il faut éviter de le faire souffrir. Et s'il peut ressentir du bonheur, bah, si on peut lui en donner, il faut lui en donner aussi. L'animalisme, c'est quelque chose de plus grand ou de plus restreint que le sentientisme? C'est quelque chose de plus restreint, puisque l'animalisme ne parle, du coup, comme son nom l'indique, que des animaux. Donc l'animalisme, c'est un terme un peu plus large, c'est... L'animalisme, on va dire que c'est la volonté politique de s'engager pour la cause animale. Ça veut pas dire qu'on est vegan, ça veut pas dire qu'on est antispéciste ou sentientiste. L'animalisme, ça veut juste dire qu'on est pour la cause animale. Il y a des animalistes, je pense, qui mangent des animaux, quoi, et qui agissent à leur échelle. Le sentientisme va plus loin que ça, puisque ça inclut tous les êtres sentients. Actuellement, on ne connaît pas d'êtres sentients qui ne soient pas des animaux. C'est-à-dire que tous les êtres sentients qu'on connaisse, c'est des animaux. Les oiseaux, les céphalopodes, les vertébrés, les mammifères, c'est des animaux. On ne connaît pas d'autres êtres, typiquement les plantes ou les champignons. Leur sentience n'a pas été montrée. On a même de bonnes raisons de penser qu'ils ne sont pas sentients. Pour les algorithmes et les ordinateurs, c'est compliqué, mais bon, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sentients, d'autres non. Peut-être que la question se posera en tout cas avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc le sentientisme, contrairement à l'animalisme, il inclut les potentielles intelligences artificielles qui vont devenir sentientes ou pas, et il inclurait aussi, typiquement, je sais pas moi, des extraterrestres, qui seraient pas animaux, mais qui seraient sentients. L'animalisme ne les considérerait pas, ou alors ça serait une extension. Enfin, l'animalisme strict, c'est vraiment pour les animaux, donc... Donc c'est quoi le sentientisme? C'est aussi une forme de... Finalement, on a besoin de cerveau, on a besoin de... On a besoin de quoi? On a besoin de connexions neuronales. Enfin, je ne comprends pas très bien quand tu dis que les intelligences artificielles peuvent développer. Parce que finalement, c'est des bouts de métaux. Hein. C'est des bouts de métaux dans lesquels tu mets à l'intérieur des programmes qui apprennent. Donc, quelle subjectivité, en fait, quelle expérience subjective penses-tu qu'une intelligence artificielle puisse développer? Alors là, on tombe sur le problème difficile de la conscience, c'est-à-dire que la conscience phénoménale, la sentience, c'est très compliqué à établir. Il n'y a pas d'expérience directe qui nous permette de l'établir, puisque c'est quelque chose par définition qui est personnel et incommunicable. Ça veut dire que je ne peux pas prouver que quelqu'un d'autre que moi est sentient. Et d'ailleurs, je ne peux pas prouver que j'étais sentient dans le passé et que je le serai dans le futur. Tout ce dont je peux être sûr, c'est que je suis sentient à l'instant présent. Donc déterminer la sentience, c'est quelque chose de très compliqué, mais qui est crucial pour la morale, pour savoir quels êtres doivent être inclus dans le cercle de considération morale, mais c'est très compliqué. Donc on se base sur des analogies avec nous, parce que la sentience chez nous, elle est assez bien établie. Donc pour les animaux, on va dire que par exemple, si quand on les brûle, ils essaient d'éviter la brûlure, s'ils montrent une certaine activité neuronale, mais beaucoup de gens sont matérialistes aujourd'hui, et dans l'hypothèse matérialiste, la conscience émerge de l'activité cérébrale, et il n'y a pas de raison que quelque chose qui imite un cerveau ne fasse pas également émerger la conscience. D'accord. Ou alors il faudrait croire à une sorte d'esprit. Si on n'a pas de conscience, on ne peut pas être sentient. Alors conscience, c'est un mot plus large, parce qu'il y a également ce qu'on appelle la conscience d'accès, c'est-à-dire c'est une sorte de mémoire vive immédiate dans laquelle on peut stocker des choses. Par exemple, si je te montre une liste de mots, tu vas avoir une certaine conscience d'accès sur ces mots-là, tu pourras les ressortir dans certains contextes. Si je te montre le mot bateau, il va être associé à l'image du bateau, au son bateau. Si tu le connais en d'autres langues, peut-être les autres langues vont venir s'y mélanger, il y aura une couleur, il y aura des concepts associés à ça, donc ça c'est la conscience d'accès. Et on sait que ça, il y a des ordinateurs qui l'ont. Donc quand on dit conscience, faut voir de quoi on parle. Si on parle de la conscience d'accès, quasiment n'importe quoi peut avoir de la conscience d'accès, puisqu'il s'agit de restituer des informations apprises. Donc certains ordinateurs font ça très bien. Y compris même des humains dans le coma ont une forme de conscience d'accès, puisqu'on peut leur conditionner des réflexes, alors qu'ils ont le cerveau en bouillie. Mais quand on parle de sentience, c'est vraiment l'aspect phénoménal de la conscience, donc c'est l'aspect justement qu'on n'explique pas par la conscience d'accès. C'est pas juste de la restitution de connaissances, c'est l'effet que ça fait d'avoir des perceptions, l'effet que ça fait
de voir du bleu. Donc c'est profondément C'est une incommunicable. réflexivité quelque part. C'est être en réflexion avec soi-même. Pas forcément, on peut être sentient sans avoir de réflexion sur soi, ça c'est autre chose, c'est la conscience de soi. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ont conscience d'eux en fait. Il y en a quand même pas mal, hein. Il y a au moins les humains, quasiment tous les primates, et les dauphins et les éléphants. Mais bon, c'est pas vraiment le critère de la sentience. La sentience, c'est juste avoir des expériences subjectives. Donc c'est se dire, là je ressens moi par exemple, voilà, je vois du rouge, j'ai une expérience associée à ce fait de voir du rouge, qui n'est pas juste l'activation. Je sais pas si on demande à une caméra d'étudier la couleur et de nous dire, de nous sortir un 1 quand c'est du rouge et du 0 quand c'est autre chose. On a de bonnes raisons de penser que c'est pas suffisant pour développer l'effet que ça fait pour un ordinateur de voir du rouge. Pour un humain, c'est beaucoup plus, c'est une expérience plus complexe. Donc merci pour ces définitions nécessaires pour la suite de la discussion. Au moins on est d'accord sur les définitions. Bon, après les termes, on peut en mettre ce qu'on veut. Maintenant, j'irai sur un registre un peu plus personnel. Devenir vegan, ça effraie beaucoup de gens. Donc la famille, la pression sociale, l'amitié, etc. Qu'est-ce que tu as à nous dire justement par rapport comment ta famille l'a perçu, comment la pression sociale s'est exercée sur toi? Parce que bon, les véganes, finalement, c'est des êtres privilégiés, souvent des femmes. Ou quand c'est des hommes, c'est des qui sont un peu efféminés, il y a un côté comme ça, avec des blagues pas très sympas parfois de brouteurs, de pelouse. Et même voilà, ça peut se rapporter parfois sur tes amitiés. Enfin, moi je sais que j'ai déjà eu comment dirais-je, des remarques comme ça. Et je voudrais savoir justement par rapport à toi, toi qui es passé justement à l'étape végane, sentientiste, antispéciste, etc. T'as pas l'impression un peu d'être un peu seul contre tous? Moi personnellement, aujourd'hui, au moment où je parle, je me sens pas trop seul parce que je me suis fait un réseau de gens avec qui je partage mes idées. Pour beaucoup, c'est devenu des amis aussi. Donc moi personnellement, non, je me sens pas seul. Il y avait beaucoup de choses dans la question sur la pression sociale et la famille. C'est vrai qu'au début, donc moi je suis devenu en premier végétarien pendant un an. Et c'était pas spécialement pour les animaux, c'était plutôt euh, pour voir si c'était possible d'un point de vue nutritif, parce que je pensais vraiment que j'allais me flinguer la santé en mangeant pas de viande pendant un an. Et je savais que c'était meilleur pour l'environnement. Et puis je m'étais mis ça comme un challenge personnel, parce que quelque part je me disais bien que c'était plus vertueux et que si on pouvait ne pas manger de viande, bah, l'idéal ça serait de pas en manger. Donc j'ai fait le challenge pendant un an, mais sans vraiment être pour la morale des animaux, quoi. Et déjà à ce moment-là, je recevais des remarques du style une incitation en fait à consommer de la viande par tous les moyens. Quand tu dis tu manges pas de viande, c'est ah bon, mais même pas un peu de poulet. Ah mais tu manges du poisson. Peut-être tu peux manger du poisson, c'est pas vraiment un animal ou donc il y a une incitation forte à la consommation de viande. Bon après la famille ils sont pas non plus à un moment ils comprennent quoi que je mange pas de viande et donc ils font un truc séparé ou alors ils font juste des Mais quand légumes. même, tu sais, un peu la famille, il y a ce côté-là, un peu comme ma mère parfois qui m'appelle et qui me dit faut faire des analyses, etc. Parce que en fait, tu peux manquer de ça ou tu peux faire des anémies, etc. Et justement, la famille, a ce côté-là, tu vois, genre à la rigueur, la pression sociale, tu peux dire je regarde pas, je m'en fous. Mais la famille, surtout nous, quand on l'est devenu, on était jeunes, etc. Donc pour ça, toi, tu habitais toujours avec ta famille. Comment tu t'es organisé? Est-ce comment ça s'est passé, quoi? Bah, moi j'ai tout de suite donc quand je suis devenu végétarien c'était pas très compliqué parce que concrètement j'ai juste enlevé la viande et j'ai mangé plus d'œufs et plus de produits laitiers en compensant, donc ça reste de protéines animales. Par contre quand je suis passé végétalien, donc même au niveau de la pression sociale, je pense que le plus gros c'est de passer de mangeur de viande à végétarien. C'est là que le plus gros de la pression sociale se fait parce que on change de norme. Après passer de végétarien à végétalien, c'est peut-être un peu plus compliqué personnellement parce que la majorité des gâteaux dans les supermarchés, ils sont pas véganes, ce genre de problème. Mais pour ce qui est de la pression sociale, passer végétalien ou végétarien, c'est pas vraiment si différent que ça. Par contre, d'un point de vue nutritif, il a fallu que je me renseigne. Parce que autant je me disais que protéines animales égale protéines animales, donc si je remplace la viande par des œufs ou du lait, des produits laitiers, ça peut aller. Autant si j'évince toute source de protéines animales, je me suis renseigné en fait sur la nutrition.
Donc majoritairement sur internet. Après, je conseille pas forcément à tout le monde de se renseigner sur internet, il faut avoir une certaine méthodologie pour savoir c'est quoi les bonnes sources, pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on lit, quand est-ce que ça a été écrit, par qui, etc. Ça, c'est très difficile, parce qu'on peut trouver tout et son contraire. Exactement. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une formation scientifique qui m'a permis d'avoir des informations de qualité. Donc j'ai su que c'était possible de manger végétalien en faisant quelques ajustements. Donc typiquement consommer plus de protéines végétales, donc des sources de légumineuses ou des produits du soja comme le tofu. Donc j'ai commencé à consommer ces produits. Après j'ai vu aussi qu'il y a une nécessité de complémentation en vitamine B12. Donc j'ai également acheté des compléments en vitamine B12, ça coûte pas très cher, c'est assez fiable. À part la carence en vitamine B12, il n'y a pas de danger particulier lié à l'alimentation végane. Alors l'alimentation végétalienne, c'est vraiment une autre alimentation. C'est-à-dire que si on prend une alimentation aujourd'hui carnée et qu'on retire les produits carnés, les produits laitiers, ça sera fortement déséquilibré. Ça va manquer de protéines, de calcium, de fer, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans l'alimentation carnée, les produits carnés, ce qu'ils apportent, c'est les protéines, le fer, le calcium. Ils apportent aussi de la B12, que les végétaliens doivent prendre en complément. Mais donc il faut rééquilibrer tout ça. Il suffit pas juste d'enlever les produits carnés et les produits laitiers d'un menu omnivore normal pour manger végétalien. Il faut vraiment rajouter autre chose pour remplacer en fait. Donc il faut manger plus de céréales, plus de légumineuses, plus de noix, des huiles saines comme l'huile de colza, riche en oméga 3. Il y a tout un tas de changements diététiques à faire, mais qui sont pas compliqués. Une fois qu'on a fait une vingtaine ou une trentaine de repas, on est rodé. Il y a des plats, il y a des cuisines du monde en fait qui sont naturellement quasi végétaliennes. Je sais pas, je pense en Inde, dans les pays asiatiques beaucoup, ils consommaient pendant très longtemps, ils n'ont pas beaucoup consommé de produits animaux, c'est en train de changer aujourd'hui. Et du coup, on peut trouver des recettes indiennes du type dalles de lentilles qui sont très complets nutritivement et quasi végétaliens, on peut les végétaliser et qui remplacent du coup parfaitement l'alimentation traditionnelle française. Donc il y a un petit effort au début pour savoir comment rééquilibrer une Son alimentation, alimentation. mais c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre qu'il faut remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Toi, je vois que tu utilises une application justement qui te permet de savoir à peu près ce que tu manges, non? Oui, mais moi je suis un cas particulier. Ouais. Bah, tu peux dire à ceux qui nous écoutent, peut-être Oui, que ça peut les aider. j'ai une application, bon moi on va dire que je suis devenu un peu passionné de nutrition. Je suis en train d'écrire un livre que j'espère finir d'ici la fin de l'année sur la nutrition végétale. Et en gros, j'ai une application qui utilise la base de données de l'USDA, donc c'est les États-Unis. Ils ont une grosse base de données qui montre tous les aliments, leur décomposition en vitamines, en minéraux, en acides aminés essentiels, pas essentiels, qui montre absolument tout sur quasi tous les ingrédients, tous les aliments. Donc c'est une application qui compile ce genre de données. Donc je lui dis, par exemple, aujourd'hui j'ai mangé 200 grammes de lentilles, une cuillère à soupe d'huile d'olive, des cacahuètes, des chips et compagnie. Et il me fait le bilan et il me dit si j'ai atteint si j'ai atteint mes apports journaliers recommandés en certains nutriments. Alors je conseille pas forcément à tout le monde, l'application s'appelle chronometer.com, sans H, chronometer sans H quoi. Je conseille pas forcément à tout le monde de s'en servir parce qu'il faut savoir modifier les AJR, les apports journaliers recommandés, c'est pas les mêmes en France qu'aux États-Unis. Il y a aussi des variations dans les bases de données, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, la plupart des pains sont enrichis en fer, donc si on regarde le fer dans une baguette américaine, il y en a beaucoup plus que dans une baguette française. Donc c'est quand même assez technique, mais moi, ça me permet en fait d'évaluer de tête si un repas est complet ou pas. Donc, je suis capable de donner des conseils nutrition assez fiables grâce à l'expérience que j'ai eue avec cette application. Parce que beaucoup de gens, justement, ils regardent, quand par exemple on prend les étiquettes derrière les produits, on a tendance plus à regarder les calories plutôt qu'à regarder la composition. Donc ça aussi c'est un mythe que de regarder des calories, on peut avoir quelque chose de très calorique mais peu... Exactement, les étiquettes sont essentiellement incomplètes puisqu'il y a très peu de nutriments, il y a facile 70 nutriments essentiels dans le corps humain et sur les étiquettes il y en a 5 ou 6. Il y a les glucides, les sucres, les protéines, le gras saturé, le sel, je crois que c'est tout, et les fibres. Donc il y a même pas une dizaine de nutriments, ils disent rien sur les vitamines et minéraux.
Parce qu'en fait, dans une alimentation traditionnelle, si on suit les recommandations, 3 produits laitiers par jour, de la viande tous les jours, etc., on n'a pas tant besoin, et plein de fruits et légumes, enfin, les recommandations gouvernementales, elles ne nous disent pas, elles ne nous parlent pas en termes de nutriments, elles nous parlent en termes de groupes d'aliments. Et en mangeant ces groupes d'aliments, on est sûr en fait à peu près d'avoir tous les nutriments qu'il nous faut. Mais si on évince certains groupes alimentaires, si par exemple quelqu'un ne consomme pas, moi je sais pas, des céréales, s'il consomme aucune céréale, pas de riz, pas d'orge, pas d'avoine, il va peut-être avoir pas de pain, cette personne va peut-être avoir un manque en glucides. Justement, certains véganes qui ont cette attitude, toujours essayer de minimiser leur empreinte, parce qu'un végane consomme beaucoup moins de CO2 que quelqu'un qui mange de la viande. Beaucoup moins, oui. Beaucoup moins. Donc du coup, il y a une certaine forme de minimisation de l'impact sur la Terre, de l'impact de la souffrance. On a un peu cette impression qu'il y a une sorte de pureté à atteindre, d'idéalisme de soi-même, que j'appellerais peut-être la pureté végane, et qui impose en fait chaque jour une certaine exigence sur soi, d'être cohérent avec soi-même. Pas fumer, on peut pas... C'est-à-dire on minimise toujours ce qui peut nous rendre mal. C'est des extrémistes qui se mettent en marge de la société, qui font pas de soirée avec nous parce qu'ils ne fument pas, ils ne mangent pas de viande, voilà. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ok, donc il y avait beaucoup de choses dans la question. Tout d'abord, sur le fait que la plupart des véganes cherchent à minimiser leur impact, c'est vrai. Pour la plupart des véganes, c'est avant tout pour les animaux. Il y a quelques personnes qui font ça pour leur santé, c'est plus rare. Et pour l'écologie, c'est un motif, mais c'est pas un motif suffisant en soi. Très souvent, les gens ne font pas que pour ça. Parce qu'il y a plein de choses qui sont pas du tout liées à l'environnement, comme, je sais pas, la corrida. Rien n'empêche un vegan, pour l'écologie, d'aller à la corrida. Et du coup, il serait pas vraiment vegan. Ensuite, sur la notion de pureté végane, bah, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le milieu. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Ma théorie, c'est que c'est un héritage très à gauche politiquement, de la notion d'être safe, on va dire, et que il faut en fait être un bon vegan, c'est un vegan quasi parfait, quoi. Alors que je pense pas que ça soit vraiment forcément utile d'être absolument pur. Alors pour les végans qui le font pour leur santé, eux par contre je pense qu'ils ont d'autant plus une exigence d'être purs, et ils vont plus manger d'huile, ils vont plus manger d'huile de palme, ils vont aller très loin dans leur alimentation, ce qui n'a plus grand chose à voir avec le véganisme. De même que les gens pour l'écologie qui se disent, je sais pas moi, j'achète plus d'avocat, ou j'achète plus de noix de coco, bah ça a un peu rien à voir avec le véganisme du coup, donc ils vont un peu trop loin dans leur pureté, je pense, et c'est plus de la pureté végane, c'est de la pureté tout court. Mais en même temps, c'est vrai que il y a une exigence de cohérence qui est pas personnelle. Je pense que la majorité de l'exigence de cohérence, elle vient des autres. Elle vient du fait qu'on te dise ah mais toi t'es vegan, mais tu fais ci. Alors qu'il y a plein de gens qui font également ci. Par exemple, t'es vegan mais tu utilises des sacs plastiques. Alors que la personne qui te dit ça utilise aussi des sacs plastiques. Et donc l'exigence de cohérence, elle vient très souvent de l'extérieur. Elle vient du fait que les gens ils pensent que ton combat il est pas légitime si t'es parfaite. Donc c'est un sophisme qui s'appelle le sophisme de la solution parfaite, qui est de dire qu'en gros, si le véganisme ne résout pas tous les problèmes du monde, bah c'est nul. Ouais. Mieux vaut regarder, ne pas essayer petit à Exactement. petit de changer Donc les si choses. un vegan porte un sac plastique, c'est suffisant pour discréditer le fait que les animaux souffrent et qu'il faut pas les tuer, quoi. Après, comme aussi, inversement, on peut dire que finalement, le régime vegan est un régime carencé, qu'en fait, on peut pas devenir fort en étant même végétarien ou vegan, alors que des contre-exemples du style Lewis Hamilton, etc. existent aussi. Exactement. Donc, il y a de tout dans tous les côtés, quoi. Faire l'écho aussi de ce que je vois et que j'entends en général quand j'ai des conversations avec les gens, et tu vas en profiter de cette vidéo pour leur répondre. Parfois on dit ah les véganes c'est quand même un truc de privilégié, de bobos parisiens, finalement aussi autant que les gens qui mangent de la viande de bonne qualité, voilà steak de Kobe bien massé au Japon par des masseuses professionnelles. Qu'est-ce que tu as à dire justement aux gens qui te disent que le véganisme est un truc de privilégié? C'est un argument intéressant qu'on entend beaucoup, et je pense qu'il montre les clichés que les gens ont sur les personnes végétaliennes. En France, il y a une étude, l'étude Nutrinet, qui est la plus grosse étude de cohorte française qui fait le lien entre l'alimentation et la santé. Et dans cette étude, ils ont fait une étude où ils ont comparé les groupes végétaliens, végétariens, mangeurs de viande.
Et il se trouve que les végétaliens sont ceux qui ont les plus bas revenus de tous. C'est les végétariens qui ont les plus hauts revenus, et les mangeurs de viande sont entre les deux. Donc quand on dit que c'est un truc de privilégié, ça dépend. Je pense que c'est majoritairement un cliché qui sert en fait à discréditer par association. Parce que on est dans une société où on est anti-riche, anti-système, anti-capitaliste. Et du coup, si on peut se dire que le véganisme c'est un truc de riche capitaliste, alors forcément c'est mauvais. Même, y compris quand les preuves montrent le contraire. C'est une forme de déshonneur par association. Au lieu de regarder ça du point de vue social, en regardant ça d'un point de vue économique et écologique. Si on abandonnait le système intensif d'élevage et qu'on passe par exemple à un élevage beaucoup plus respectueux de l'animal, donc finalement faire moins de chaînes, moins d'animaux à la chaîne, moins de viande à la chaîne, donc avoir une viande plus éthique, de meilleure qualité, est-ce que ça peut légitimer les gens aussi à manger de la viande? Alors, moi, je suis pas d'accord avec le concept de viande éthique. En tout cas, je pense pas qu'on puisse en faire. Idem pour les élevages respectueux des animaux. Par définition, l'élevage, en particulier pour la chair, n'est pas respectueux puisqu'on fait naître avec l'objectif de tuer un animal très jeune, ayant vécu dans des conditions de servitude. Permagénocide. Non, j'irais pas dire ça. Mais il faut savoir qu'en France aujourd'hui, la majorité des animaux sont élevés en intensif, donc la majorité des animaux sont des poules. Après, il y a les cochons, et il y a une minorité de vaches en fait qui sont majoritairement élevées en extensif, c'est-à-dire que la plupart des vaches vivent dans les champs à l'extérieur, et c'est ça que les gens ils voient sur le bord de la route quand ils vont en vacances. Donc ils ont l'impression qu'en fait c'est ça l'élevage français. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a une dizaine de millions de bovidés, donc une dizaine de millions de vaches et veaux et tout ça en France. Alors qu'en comparaison, on tue 900 millions de poules par an. Donc pour chaque vache qu'on voit dans les champs, il y en a 100 fois plus de poules dans des hangars qu'on ne voit pas. Et c'est ça la réalité, c'est que la majorité de la viande aujourd'hui provient d'élevage intensif. Et donc en effet, quand les gens disent moi je mange de la viande de bonne qualité, je suis pour la viande de bonne qualité, faire un élevage plus éthique, donc sous-entendu en plein air, avec plus d'espace, où les animaux ont plus de liberté, où ils sont pas entassés les uns sur les autres. En fait, ça c'est très hypocrite puisque ça serait réservé qu'à une élite. Donc quand on dit le véganisme c'est un truc de privilégié, déjà c'est pas vrai parce que ça coûte souvent moins cher. La plupart des pays pauvres ont une alimentation très fortement végétalisée. Mais en plus, c'est plutôt la viande de bonne qualité qui est un truc de privilégié. Et là, pour le coup, vraiment, on ne pourrait pas se permettre d'avoir la consommation actuelle si on passait pas par des élevages intensifs. Donc si les gens qui défendent l'idée de manger de la bonne viande de bonne qualité, il faudrait qu'ils en mangent vraiment 10 fois moins. Pas juste sauter un repas de temps en temps, non, vraiment en manger 10 fois moins pour libérer toutes ces surfaces agricoles pour peut-être faire un élevage un peu différent. Et les chiffres montrent que la consommation ne baisse pas vraiment. Il y a un tiers des Français qui se déclarent flexitariens, mais la consommation par habitant reste la même en moyenne. Donc, Elle a même doublé depuis 100 ans. elle a même doublé en 100 ans. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que déjà dans les années 80-90, il y avait déjà un tiers des Anglais, c'était un journal en Angleterre, je vais essayer de le retrouver, qui se déclarait flexitarien. Donc si c'était vrai qu'un tiers de la population réduisait drastiquement leur alimentation, on aurait dû voir les conséquences aujourd'hui, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, alors qu'en fait ça ne bouge pas. Et je pense que l'hypothèse selon laquelle les 2 tiers de pas flexitariens mangent d'autant plus de viande pour compenser le fait que les flexitariens en mangent moins, je pense que cette hypothèse ne tient pas, et que la vérité c'est que la plupart des gens réduisent pas leur consommation de viande, ou pas suffisamment pour que ça se voit à l'échelle globale. Maintenant, je voudrais passer par un autre aspect du véganisme. C'est que tu as fait justement de l'activisme, donc de rue. Tu as fait de la sensibilisation à la cause animale, du tractage, des manifs, des veillées devant les abattoirs. Quelle expérience en as-tu tiré de tout ça? Et surtout, je voudrais que tu insistes aussi peut-être sur ton rapport aux autres. Je crois que je l'ai pas dit, mais donc j'étais végétarien pendant 1 an, après je suis devenu vegan, et ça fait 3 ans en fait que je suis vegan, donc 4 ans végétarien, et j'ai fait pas mal d'activisme de rue. Avec le confinement là ça devient un peu plus compliqué, avec le Covid de manière générale, mais donc j'ai participé à pas mal d'actions pour pas mal d'associations qui se confrontent avec le public. Donc par exemple il y a Anonymous for the Voiceless, qui est des genres de happening de rue
des performances artistiques en fait, c'est quasiment ça, où on montre les vidéos de ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs, on discute avec les gens et on essaie de les amener à faire un choix de la compassion envers les animaux, donc réduire ou arrêter la consommation de produits animaux. Et très souvent, en fait, c'est bien reçu. C'est-à-dire que les gens, la bataille des idées, fondamentalement, elle est gagnée dans le sens où il n'y a personne qui pense qu'il est souhaitable de tuer et torturer les animaux. Au contraire, la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'il faudrait éviter de causer du tort. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne pas tuer, enfin ce genre de loi c'est assez universel en fait, c'est juste qu'on oublie un peu de l'appliquer aux animaux, bon, parce qu'il y a aussi toute une pression, tout un lobby, toute une publicité, etc. Mais fondamentalement les gens sont d'accord, il y a vraiment très peu de gens qui prennent plaisir à tuer ou torturer. Au mieux, les gens sont ignorants, donc ils savent pas en fait quel est le tort causé aux animaux. Moi, c'est beaucoup d'ignorance en fait, surtout dans les cubes enfin, les performances artistiques qu'on fait avec Anonymous for the Voiceless, enfin les actions de rue, c'est beaucoup d'ignorance. Les gens savent pas, par exemple, que bah, pour faire du lait, la vache, il faut qu'elle ait un veau, et que le veau, bah, il est retiré de la mère quelques jours après sa naissance. Il est enfermé dans une stabulation à part. Il est engraissé et puis au bout de 6 semaines, pardon 6 mois, il est envoyé à l'abattoir. Les gens savent pas ça que. En fait, parce qu'il y a aussi une sorte de déconnexion, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une déconnexion de l'animal autre que l'homme, enfin autre que l'humain, et l'humain. Et cette déconnexion-là, vu qu'elle est intensive, en fait, elle se fait dans des endroits qui sont à l'abri de nos regards. Donc en fait, ce sont des réalités qu'on n'observe pas et qu'on ne voit pas et dans lesquelles nous sommes ignorants. Dans le cas là des vaches, c'est quand même un des seuls trucs qui est à la vue du public. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir un troupeau de vaches, mais Oui, mais ce que je veux la dire, on ne voit publicité, pas l'insémination de la vache, on ne exactement. voit pas le... On ne voit, Et voilà. les exploitants n'en parlent pas parce qu'ils savent que la plupart des gens n'ont pas envie de causer du tort aux animaux. Ils n'ont pas envie qu'on fasse un veau. Honnêtement, même les éleveurs, s'ils pouvaient faire du lait sans faire naître de veaux et sans les tuer, je pense qu'ils le feraient. Mm. C'est juste malheureusement pas possible. Tous les mammifères doivent enfanter pour déclencher la lactation. T'as toujours aussi, en fait, si tu veux, dans l'imaginaire, l'exemple de la vache Milka qui sourit, les vaches elles sont contentes de faire du Milka. Un peu aussi les poules, quand on regarde les emballages de poules en plein air, et on a l'impression que ce sont, qu'en fait, il y a une vertu Oui, supplémentaire, c'est ça. peut-être à acheter des œufs comme ça plutôt que des œufs comme ça, alors qu'en fait, le problème, il est beaucoup plus profond, que c'est un problème de déconnexion totale qu'on a Exactement. vis-à-vis Et même des toutes petites améliorations du type des œufs bio plein air, le code zéro, la plupart des gens achètent ce type d'œufs en pensant qu'ils font une bonne action. Alors qu'en fait, quand on regarde c'est quoi la législation qui correspond aux meilleurs standards pour les œufs, donc c'est bio plein air, bah c'est franchement pas fou du tout. Mm, Et mm. si on emmenait n'importe qui voir un élevage de poules bio plein air, je pense qu'il nous dirait que c'est pas ça à quoi il s'attend. Donc pour vous donner un exemple, l'élevage bio plein air, ça oblige l'exploitant à avoir un terrain de 2 mètres carrés pour une poule à l'extérieur. Ça veut dire que sur 1 ou 2 hectares, à perte de vue, il y a des poules tous les 1 ou 2 mètres carrés. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Il y a un bâtiment dans lequel elles couvent et dans lequel elles, euh, elles dorment. Elles passent environ un tiers de leur vie dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, elles sont 6 par mètre carré, au lieu d'être 22 en élevage intensif. Et donc, il faut s'imaginer qu'un mètre carré, c'est quand même relativement petit. Et donc, s'il y a 6 poules par mètre carré sur un élevage, sur un bâtiment qui fait 10 000 mètres carrés, c'est faramineux en fait, c'est de l'intensif. Et on appelle ça du bio plein air parce que les poules ont accès au plein air. Le problème, c'est que quand on met un terrain nu autour du bâtiment, les poules n'y vont pas parce que c'est beaucoup trop flippant. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un endroit sous lequel se cacher. Donc, on leur donne des hectares de champs dans lesquels elles ne vont pas. Les rares poules qui trouvent la sortie, parce que les sorties sont assez petites, Mm, mm. les rares poules qui trouvent la sortie, elles restent à moins de 10 mètres du bâtiment. Et donc c'est pas du tout l'image qu'on a en photo de petites poules qui se promènent dans la forêt. C'est ça que les gens ont en tête quand on leur parle d'élevage. Ils s'imaginent cette image d'épinal qui est complètement fausse. Et donc quand je fais mes actions de rue avec Anonymous for the Voiceless, mais j'ai aussi fait des actions de tractage pour L214. J'ai participé aux marches pour la fermeture des abattoirs, organisées par L214 également. J'ai fait des veillées devant les abattoirs, donc on filme les animaux qui viennent s'y faire abattre. Et ça permet en partie de visibiliser ce qui se passe. Parce que déjà dans l'élevage, on nous ment, en nous faisant croire que c'est la fête du slip pour les animaux. Mais en plus, on nous montre jamais
le passage à l'abattoir. Alors qu'en France, il y a quand même 3 millions d'animaux terrestres par jour qui s'y font emmener, et il y a des camions avec des milliers d'animaux à bord, et personne ne les voit, personne n'a envie de les voir, ils sont cachés, et ça fait partie de ce qu'on ne nous montre pas justement pour garder ce voile de l'ignorance. En fait, finalement, les gens, quand tu leur montres ça, ils ont l'air d'être assez réceptifs, etc. Mais ça ne se traduit pas forcément dans les comportements. Mm. C'est quoi le plafond de verre, en fait? Je pense que ça dépend vachement des gens à qui on parle. Chacun a ses limites. Ça dépend de plein de choses, mais je pense que parmi les compétences qu'il faut avoir pour passer à l'acte, entre guillemets, c'est un rapport sain à la vérité. C'est-à-dire qu'il faut préférer connaître la vérité qui fait mal plutôt que d'être dans l'ignorance. Il y a des gens, en fait, une fois qu'on leur a dit ça, ils préfèrent l'oublier, ils préfèrent retourner à leur vie d'avant où ils savaient pas tout ça. Donc il faut avoir un rapport sain à la vérité, il faut être capable d'entendre des choses qui peuvent nous déplaire. Exactement. Voilà, et faut également avoir une forte volonté. Parce qu'il y a plein de gens, je prends l'exemple des fumeurs, alors c'est pas directement comparable, la nicotine c'est hautement addictif, etc. Mais il y a plein de fumeurs qui ont conscience que c'est pas bien de fumer, que dans l'idéal il faudrait arrêter de fumer, mais ils n'ont pas la volonté. Donc dans le cas des fumeurs, la pression, c'est l'addiction à la nicotine. Dans le cas de l'exploitation animale, la pression, ça va être les normes sociales, il faut quand même changer tous ces comportements, il faut être capable de dire que pendant toutes ces années où on était en vie, on a fait un truc qui causait du tort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui pensent que c'est plus difficile de changer les vieux, entre guillemets, que les jeunes, parce que quand on dit à mamie je mange plus de viande, elle, mamie, ça fait 70 ans qu'elle mange plein de viande, on peut pas lui dire en fait que c'est immoral, elle ne pourrait pas l'entendre. Elle a toujours vécu comme ça. Exactement, Ouais. donc c'est vachement dépendant des personnes, mais je pense qu'il faut un rapport sain à la vérité, il faut une volonté, et il faut aussi être capable de durer dans le temps. Parce qu'il y a des gens qui vont se lancer deux pieds dans le véganisme en disant j'achète du tofu, compagnie, mais si on n'a pas un plan d'attaque, par exemple si on se renseigne pas sur la nutrition, si on se renseigne pas sur la B12, si on n'a pas un cercle de personnes avec qui on peut partager nos idées aussi pour éviter l'isolement, si on n'a pas tout ça, c'est un combat sur le long terme aussi. Il suffit pas juste de devenir vegan, c'est assez compliqué à faire juste comme ça. Il faut plus ou moins un plan long terme, ne serait-ce que pour avoir des relations saines avec des gens qui partagent nos idées et pas que des gens qui nous font des blagues. Très intéressant parce que, part, tu dis qu'il faut être ouvert d'esprit pour accepter tout ça, et donc il y a une bataille à mener sur le plan des idées, sur le plan de la conviction et de l'argumentation. Et tu fais ça parce que maintenant tu tiens une page Twitter, Facebook, Instagram qui s'appelle Veganalytic, donc les détails sont en description. Franchement, une page vraiment bien, je tiens à te le dire. Je dis pas ça par accointance, mais par ta production assez soutenue de vulgarisation scientifique justement sur le terme du végétalisme. Donc la description de ta chaîne, c'est du contenu scientifique de qualité abordant les thématiques autour du végétalisme. Donc vu que je te tiens là entre mes mains, dis-nous en plus sur le projet, ses origines, ses résultats et à peu près aussi le contenu que tu y publies. Et finalement, dans quel but aussi fais-tu tout ça? Tu vois, mes questions, il y a 5 questions à toi. Donc ma page Veganalytic, je l'ai lancée il y a environ 7 mois. Et j'y publie en fait majoritairement, à près de 80% ou plus, des résultats d'études scientifiques relus par les pairs, donc des études publiées dans des journaux un peu sérieux. J'essaie de prendre des études avec des journaux avec un haut impact factor, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et mon but, c'est de donner des arguments aux gens pour qu'ils aient des sources à donner en réponse à certains arguments qu'on peut leur avancer parfois. Donc la majorité de mes posts, ça touche l'écologie et la santé, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'études sur l'éthique, et puis c'est compliqué, c'est pas le même type, on va dire. La santé et l'écologie, c'est des choses qui sont vraiment quantifiables. Donc à la base, en fait, pourquoi j'ai lancé ce projet? J'avais fait une conférence sur l'impact écologique de la viande aux estivales de la question animale, et ça avait plu à pas mal de gens qui m'ont dit mais t'as quand même plein de sources, t'es une mine d'informations scientifiques, il faut que tu fasses quelque chose pour transmettre cette connaissance. Donc moi j'avais commencé par faire cette page comme un challenge personnel en me disant je vais mettre une étude par jour. Aujourd'hui je suis plutôt une étude tous les 2 jours, je fais un post tous les 2 jours. Grâce à Juliette aussi. Donc c'est grâce à Juliette, c'est elle qui m'a motivé à faire ce truc-là en me faisant découvrir ce que sont les trackers d'habitude. On l'embrasse, elle nous écoute. Hein. On l'embrasse, elle nous écoute. Bisous Juliette. Bisous Juliette.
Et donc les résultats, aujourd'hui j'ai environ 1,5 mille abonnés sur Facebook, 600 sur Twitter et Instagram. Euh, j'ai fait à peu près, on va dire, 200 posts depuis que j'ai lancé la page. Donc c'est du contenu vraiment. Donc j'ai dit que ça aborde les thématiques autour du végétalisme, mais bon, parfois je parle de végétarisme, parfois je parle de choses qui n'ont pas forcément directement à voir. Je parle d'élevage, d'agriculteurs, d'éleveurs, je parle de tout un tas de choses, mais c'est toujours basé sur des chiffres. Parfois c'est pas forcément des études scientifiques relues par les pairs, mais bon, ça peut être des instituts de sondage ou ce genre de choses. Donc c'est du contenu qui s'adresse entre guillemets aux véganes rationnels qui ont envie de convaincre sur le débat des idées avec des arguments fiables et sourcés. Justement, quand on parle de vegan rationnel, il y a des militants peut-être qui sont dans le domaine de l'irrationnel et qui cassent des vitrines de boucheries, etc., donc qui causent du tort. Penses-tu que c'est efficace comme manière de militer et que toi, finalement, tu es aussi de l'autre côté, dans le domaine intellectuel. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces végans? Ça, c'est la question qu'on pose à tous les véganes. Qu'est-ce que C'est vous pensez des gens qui cassent les vitrines de boucherie? En fait, c'est une manière de condamner la violence. Quand on demande ça aux véganes, on dit est-ce que vous condamnez la violence? Parce que la violence, c'est mal vu en société et tout mouvement, en fait, s'il est violent, il va forcément être mal vu. Et parce que il y a un monopole d'État de la violence contre les animaux. Et en fait, on déplace la victimisation dans le camp des bouchers et on va dire bah, c'est eux qui sont victimes de la violence des véganes, alors qu'en fait, bon, une vie de cassée face à 3 milliards d'animaux tués par jour, on peut quantifier la violence et voir que la balance est clairement en défaveur des animaux. Après, sur l'efficacité de cette action, en soi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas entendable. Il y a ce concept de la fenêtre d'Overton, qui est ce qui est dans le champ de ce qu'on peut dire. Donc la fenêtre d'Overton, par exemple, il y a 100 ans, il y avait un parti antisémite en France, c'était dans la fenêtre d'Overton. Aujourd'hui, c'est plus du tout. ouais, On se fait. C'est pas vraiment ce qui est politiquement correct, c'est plutôt c'est ce qui ça. est entendable. C'est pas entendable de dire qu'on est antisémite et qu'on va faire un parti basé là-dessus, un parti politique, c'est hors de question. De même qu'aujourd'hui, dire que les animaux subissent une extrême violence et que c'est injustifiable et que c'est une catastrophe éthique ce qu'on leur fait subir, c'est pas vraiment dans la fenêtre d'Overton. C'est pour D'accord. ça que quand on casse une vitrine de boucher pour dénoncer ça, ben, on va pas se focaliser sur la souffrance des animaux que c'est censé dénoncer, puisque personne ne la reconnaît, on va se focaliser sur les pauvres bouchers qui doivent passer un coup de fil à l'assurance. D'ailleurs, c'est eux qu'on va toujours inviter sur les plateaux télé. La plus grande victime dans cette affaire, c'est l'animal. Exactement, Ouais. puis les médias aujourd'hui ils sont dans une logique de débat, mais pas de débat pour se mettre d'accord, de débat sur la posture, de débat où il y a beaucoup de moi, je te montre que j'ai raison, donc Oui, c'est la société du spectacle, quoi. exactement, et du coup, des véganes modérés, entre guillemets, ne se font pas inviter parce que ils sont pas assez controversés, ils vont pas générer assez de Bien vues. sûr. Et sur le long terme, par contre, il y a bien quelque chose que je dois reconnaître, c'est que Mais excuse-moi, mais quelque part, voilà, parce que même s'ils sont pas dans la fenêtre d'Overton en faisant des actes qui sont extrêmement... eh ben, il la déplace en fait. mais en fait, ils la déplacent parce qu'il y a quelque part, on va en entendre parler, donc Voilà, quelque part, c'est aussi de la pub. exactement. Donc Ouais. il y a plusieurs choses. Déjà, on parle beaucoup du véganisme. Il faut savoir que si on regarde sur Google Trends, qui regarde le nombre de recherches, le terme vegan, il a jamais été autant cherché que après les caillassages de vitrines en 2017. Et autre chose, c'est que ça déplace ces gens extrémistes, ils déplacent la fenêtre d'Overton. On dit les vegans sont extrémistes, pas mal de gens disent ça, mais quand il y a des gens qui cassent des vitrines de boucherie ou qui vont menacer de mort des bouchers ou je sais pas quoi, bah, les vegans qui font pas ça, en comparaison, ne sont plus extrémistes. Donc en fait, ils déplacent la fenêtre d'Overton en déplaçant l'extrémisme le plus loin possible. Le plus loin Et on peut possible. imaginer que quelqu'un, par exemple, qui tuerait les bouchers, bon, il y en a pas à ma connaissance, mais il déplacerait d'autant plus la fenêtre d'Overton, et peut-être que juste casser des vitrines, dans ce cas-là, bah, ça serait moins pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, casser des vitrines, c'est un peu le summum de la violence contre les bouchers. En fait, après le caillassage de vitrines, L214, par exemple, qui est une association beaucoup plus modérée dans le discours, même si elle est abolitionniste, hein, elle condamne et elle Bien peut sûr. arriver derrière et dire mais nous on n'est pas comme ça, nous regardez on veut du changement institutionnel, on Bien sûr. comprend les gens, on va Bien les sûr. chercher là où ils sont. Les bouchers aussi font partie de la solution, il faut pas les voir comme des méchants. Bah, à mon avis, c'est du 50-50. Mon avis, c'est il faut condamner la violence, mais en même temps, il faut aussi condamner les violences qui sont faites aux animaux et les reconnaître.
Alors dans ce cas, je pense pas que ça soit du 50-50 parce que si Oui, on quand j'ai dit reconnaît... 50-50, c'est-à-dire que c'est pas les violents contre les génocidaires, comme ça peut être entendu par ceux qui sont, par les plus extrémistes. Vous pouvez aller regarder sur YouTube vidéos de véganes extrémistes. Par exemple, je me rappelle d'un extrait à Balance ton poste. Solveig Loin, il me semble, elle s'appelle, une militante qui a complètement pété un câble. Moi, je trouvais ça en fait contre-productif sur le coup, mais regardez, maintenant j'en parle. Oui, après, c'est pas forcément bien, juste l'intensité de ce à quoi on parle. Si c'est pour en parler négativement, c'est pas Voilà. forcément bien. Et justement, toi, tu as choisi, donc avec Vegan Analytic, un format pardon, avec des arguments. Pourquoi tu penses donc que la rigueur des argumentations est importante et pourquoi appliquer justement cette méthode scientifique d'investigation au véganisme? Bah, je pense que le véganisme, c'est un sujet encore très peu discuté, très mal compris, qui est gangréné de clichés d'un côté comme de l'autre. Que donc la méthode scientifique, elle permet d'apporter des réponses sur des questions à laquelle on peut avoir des réponses. On peut pas avoir, avec la méthode scientifique, on peut pas avoir des réponses sur tout. Mais sur ce qui est par exemple impact climatique et impact sur la santé, les questions autour du végétalisme peuvent être abordées de manière scientifique. Et je pense que c'est très important à l'heure actuelle où vraiment la plupart des gens ont une méconnaissance absolue sur le sujet, y compris des gens de pouvoir. Je pense par exemple à Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, je crois, qui avait dit qu'un régime végétalien, ça utilise beaucoup d'eau, plus d'eau qu'un régime carné, et que du coup c'est pas souhaitable ou durable. Alors quand on entend ça, vraiment, enfin, c'est terrible que des personnes aussi qui ont autant de pouvoir soient Voilà. aussi incompétentes sur des sujets comme ça. Et donc il faut vraiment éduquer à ces questions-là. Il faut aller au-delà des clichés, au-delà des postures et voir c'est quoi qui est dit sur le sujet par les experts pour avoir un avis plus objectif. Ce débat polarise entre ceux qui prônent plutôt progressistes, l'abolition de la chasse, de la pêche, et ceux qui défendent aussi le droit de manger de la viande sous prétexte qu'on l'a toujours fait ainsi. Plutôt conservateur. Plutôt conservateur. Donc, justement, cette bataille idéologique entre certaines personnes qui sont plutôt progressistes et certaines personnes qui sont plutôt réactionnaires, comment tu penses qu'on pourrait gagner cette bataille? Donc, je m'inclus à l'intérieur parce que moi, je suis végétarien, d'un point de vue idéologique et des idées, dans la bataille des idées. Là, je pense que la bataille purement argumentative, en fait, elle est gagnée. Mais c'est la bataille culturelle qu'il faut gagner, donc c'est le changement qui est dur à amorcer pour tout un tas de raisons pratiques, notamment des lobbies en place, des grosses subventions à l'élevage, etc. Mais la bataille purement idéologique, la question de est-ce que la souffrance animale est importante, elle est répondue depuis, j'ai envie de dire, des milliers d'années. Il n'y a personne en fait qui a jamais défendu qu'il était souhaitable de causer du tort aux animaux. Donc à partir de là, il y a quelques personnes qui disent que c'est plutôt moralement neutre, mais globalement la plupart des gens disent qu'il faut éviter de causer du tort. Est-ce que, à la question de la souffrance, justement, à cette question-là de la souffrance, comment on peut quantifier quelque part la souffrance? Comment on peut dire que certains animaux souffrent, que d'autres ne souffrent pas par certaines pratiques? Est-ce qu'il y a des pratiques qui ne font pas souffrir? Des pratiques dans... Bah, il y a plein de choses qui font pas... Enfin, je pense que... Je veux dire dans l'élevage, on reste dans le thème, bien sûr. Globalement, faire naître des animaux pour les tuer très jeunes, et par exemple pour les poules pondeuses et les vaches laitières, après les avoir exploitées pour leurs organes sexués pendant toute leur vie, alors qu'on peut faire autrement, c'est relativement contraire à l'éthique. En fait, souvent on fait des analogies pour comprendre des expériences de pensée par analogie. Si on faisait la même chose avec des chiens ou des humains, on trouverait ça vraiment moralement condamnable, y compris s'ils ne souffrent pas. C'est-à-dire que si on fait un élevage de chiens qui sont heureux, qui vivent dans la prairie, mais qu'on tue au bout d'un an pour les manger, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui s'offusqueraient, et pour les humains, n'en parlons même pas, c'est inenvisageable. Donc quelque part, il y a un double standard, donc c'est cette idée de spécisme, c'est que on a bien conscience que il y a des choses pas bien, mais quand c'est certains animaux, on rationalise, on dit que peut-être c'est pas si mal que ça. Combien tu penses que cette bataille est importante dans ce qui nous attend dans le futur? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de déterminant, l'antispécisme, pour le futur de notre humanité? Dans l'absolu, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à l'heure actuelle, bien loin devant toutes les autres questions relatives aux humains, parce qu'en fait l'intensité et le nombre
de souffrance est sans commune mesure avec ce qui touche l'humanité aujourd'hui. Donc je pense que dans l'absolu, c'est prioritaire de manière évidente, mais de relativement à l'humanité, je pense que les gens ne sont pas prêts à prendre la mesure. C'est pas dans la fenêtre d'Overton. Exactement. Donc on ne peut pas dire, voilà, il y a 3000 milliards de poissons qui sont surpêchés, certains ont leurs organes internes qui explosent parce qu'ils subissent des décompressions très rapides. Enfin, c'est pas du tout. Voilà, on parle quand même de 3000 milliards de poissons. C'est bon, à titre d'exemple, on estime que tous les humains qui ont jamais existé, ça ne fait que 150 milliards d'humains. Donc tous les ans, on pêche quelque chose comme 20 fois tous les humains qui ont existé sur Terre. Donc c'est une catastrophe tellement énorme en fait que évidemment que dans l'absolu c'est prioritaire. Pour le futur, je pense que ça va mettre du temps à s'imposer, mais ça commence déjà à s'imposer et ça ne va que continuer dans ce sens-là. Penses-tu que cette bataille qui est de plus en plus politisée est une bataille de conviction politique ou c'est quelque chose qui va être récupéré politiquement, un peu comme l'écologie dans les années 70? Maintenant, tous les partis sont écolos, bien évidemment. Très peu pratiquent l'écologie. Parti animaliste, d'ailleurs, s'est présenté aux élections européennes à 2,17% des suffrages exprimés, donc plus que Florian Philippot, plus que la liste menée par exemple Francis Lalanne pour les Gilets jaunes. Donc il y a un fort engouement sur l'animalisme, voilà, sur l'animalisme. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un peu en perspective avec des chiffres, mais politiquement, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette bataille? Je pense que la bataille, il faut la mener politiquement, puisque au final c'est la politique, et en particulier les législations qui décrivent comment on va vivre finalement en société. Donc c'est politiquement qu'on va avoir l'exploitation animale ou pas, l'abolition de l'exploitation animale. Donc il faut en parler politiquement. Le parti animaliste français est un parti qui est purement sur la question animale. Ils ne se sont pas positionnés sur d'autres questions de société. Et ils ont quand même eu 2,17% aux européennes. Donc ça montre plus que par exemple un parti historique comme Force ouvrière, ou plus qu'un parti entre guillemets populaire comme la liste des Gilets jaunes. Lutte ouvrière, pardon, pas Force ouvrière. Et donc ça prouve que la question animale, elle est super importante s'il y a quand même 2% des gens qui sont prêts à aller voter pour un parti qui ne parle que de ça. À la manière des écologistes dans les années 70, je pense que leur programme ne touchait que l'écologie. Et puis quand ils ont fait des voix, là le parti animaliste qui a fait 2,17% des suffrages exprimés, forcément les autres partis se disent « Ah, là il y a une petite masse électorale quand même, c'est pas négligeable ». Si on peut essayer nous aussi de faire un peu d'animalisme dans notre... Surtout que ça se joue sur une petite fenêtre, les élections. Parce que maintenant, on a à peu près 4 grands candidats qui sont tous à peu près à 15%, 16%. Ça se joue à quelques pourcents, donc voilà. Tout ce qui est bon, si tu peux... Puis, honnêtement, je pense que la plupart de ces partis-là, la France Insoumise, Parti Socialiste, LREM, je pense qu'ils vont pas vraiment faire d'animalisme. À mon avis, il n'y a que le parti animaliste en France et peut-être le parti écologie antispéciste Rêve qui font vraiment de l'animalisme. Je pense que pour le reste, c'est plus de la récupération. C'est comme l'écologie, en fait, c'est pour que les gens viennent chez eux. Mais une fois chez eux, il n'y a pas vraiment de changement propre pour tout un tas de raisons. Pour ma part, je pense que c'est que de la récupération, mais au moins ça prouve que la question politique est abordée, que la question politique est prise au sérieux, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasi prestigieux de dire nous, on propose d'abolir l'élevage en cage, bien sûr. Ci et ça. Justement, voilà, tu as cité quelques partis. Déjà, on peut enlever LREM, puisque c'est eux qui sont dans le pouvoir. Parce que, figurez-vous qu'il y a 2 semaines, le Conseil d'État a réautorisé l'utilisation, le retour temporaire des néonicotinoïdes, qui sont, pour rappel, tueuses d'abeilles, qui ont été réintroduits par Barbara Pompili, donc la ministre de l'écologie. Que penses-tu de cette décision ? Je pense que pour le retour des néonicotinoïdes, j'ai pas toutes les cartes en main pour vraiment avoir un avis tranché sur la question. Donc en effet, les néonicotinoïdes, c'est pas terrible pour les abeilles, mais il y a aussi des agriculteurs qui pensent que c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que globalement, ce genre de réforme, de loi, ça montre la pression qu'il y a un peu partout au niveau politique. Par exemple, très récemment, il y a eu la loi pour la maltraitance animale, qui est une première historique, enfin contre la maltraitance animale, pardon, qui est une première historique, parce qu'il faut savoir qu'en France, les animaux sont considérés comme étant des objets dans le droit, mais c'est pas non plus que des objets, parce qu'on peut pas les torturer, alors qu'une chaise, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est très compliqué, le régime auquel ils sont soumis est complexe, et rend la mise en place de nouvelles lois complexes, et donc c'est assez historique en France qu'il y ait une loi spécifique contre la maltraitance animale,
qui inclut plein de bons trucs. Par exemple, il y aura l'interdiction de l'élevage de visons, l'interdiction des animaux dans les cirques et des animaux sauvages dans les cirques, les lions, les tigres, les éléphants. Il y aura tout un tas de mesures assez consensuelles qui avaient déjà été déclarées par Barbara Pompili quelques mois auparavant. Mais il y a quand même des choses qui ont été retirées. Par exemple, la chasse à courre et l'élevage intensif, l'élevage en cage, les pires pratiques d'élevage. Tout ça, ça a été retiré de la proposition de loi sous prétexte que si on les incluait, ça ne passerait pas. Alors que, je pense, une écrasante majorité des Français sont contre l'élevage intensif, et une écrasante majorité des Français sont aussi contre la chasse à courre. Bien sûr. Donc, si les politiciens représentaient vraiment le peuple, ça n'aurait pas dû être supprimé de cette loi sous prétexte que ça ne passerait pas. Je pense que ça montre vraiment qu'il y a une pression, et que quand les gens veulent changer les choses, bah, y a des choses qui font que y a des blocages. Bon, cette loi, elle est quand même passée. Certainement que si on avait mis les trucs sur l'élevage intensif et la chasse à courre, elle serait pas passée, donc peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que c'est mieux d'y aller petit pas par petit pas, d'avoir des victoires progressives, de plus en plus de lois, mais ça montre bien que, en ce qui concerne l'élevage en particulier, c'est une entreprise à plusieurs milliards de dollars, d'euros, donc il y a forcément beaucoup de pression et pas beaucoup de volonté de changer. Et justement, ce lobbying essaie souvent de donner une bonne image des produits. On peut citer le lait, les œufs. Il y a même un nom pour ça, c'est ce qu'on appelle donc attendez-vous, un nouveau néologisme, nouveau mot qui apparaît, donc le publispécisme, qui est justement une publicité sur le spécisme. Donc en fait, c'est une publicité où les animaux ne touchent pas de droit d'image, parce que tout est fait sur leur dos. Donc, qu'est-ce que tu penses justement de ce conditionnement publicitaire qui vient nous toucher notre imaginaire, tu vois, parce que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ça, au moins c'est vrai. Ouais, les publicités, ça conditionne forcément les gens, et après, forcément, les décisions politiques, elles sont prises par les gens, et donc l'exposition aux publicités va finalement jouer un rôle indirect dans l'application et le vote de certaines lois. Et donc forcément, on peut penser qu'on est meilleur que tout ça et que nous, on n'est pas influencé par les publicités, mais en fait, ça nous influence forcément, y compris quand on les regarde à peine. Et le publispécisme, c'est un exemple frappant de à quel point on peut déformer la perception de ce qui se passe réellement. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans les élevages, mais ils voient des pubs où les poules sont dans la forêt, où, je sais pas moi... il y a certaines pubs où les cochons se découpent eux-mêmes, ils sont contents d'être mangés. Ou même des enfants, surtout dans les pubs pour le lait. Beaucoup d'enfants qui viennent. Il y a beaucoup d'enfants, oui. Ça, c'est une manière de fidéliser en fait les clients très jeunes. Comme ça, on est sûr que s'ils mangent des produits laitiers quand ils sont petits et qu'on associe ça à l'idée, à une bonne nutrition, on va créer des souvenirs très forts durant l'enfance qui peuvent du coup rendre accro, entre guillemets, jusqu'à la fin de la vie, n'importe quel adulte. Donc, y compris l'argument de base des produits laitiers, c'est de dire que c'est bon pour la croissance osseuse, donc pour les enfants, sauf qu'une fois qu'on n'est plus enfant, on a tellement de souvenirs et de matraquages publicitaires associés aux produits laitiers qu'on continue d'en consommer de grosses quantités, y compris quand on est adulte. Justement, si on continue à parler justement d'alimentation, de lobbying et d'interdiction et d'incitation, dans la Convention citoyenne pour le climat, donc Emmanuel Macron et son gouvernement ont complètement retapé à coups de machette, il a été proposé donc, dans la Convention citoyenne pour le climat, je cite, passer un choix végétarien quotidien dans les self-service à partir de 2022 et inciter la restauration collective à menu unique à développer des menus végétariens. Fin de citation. Pour appuyer mon propos, des chercheurs réclament donc l'option végétarienne obligatoire dans le cadre de loi de climat, donc ce qui n'a pas été fait, parce que pendant ce temps-là, le gouvernement est en phase d'abolir l'obligation de proposer un choix végétarien quotidien, et franchement c'est scandaleux je trouve. Quel est ton avis? Penses-tu que c'est un choix idéologique et contre-productif? Question complètement rhétorique, parce que la réponse est oui. En effet, là, c'est un exemple frappant de la dissonance entre ce que dit la science, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour atteindre des objectifs climatiques, en termes de santé, etc., et ce que les gens font. Donc la Convention citoyenne, c'était quand même quelque chose qui devait être adopté. Et, On rappelle 150 articles de loi, et Emmanuel Macron avait promis 3 jokers, donc il allait au moins faire passer son 47. Exactement. Et finalement, c'est pas trop ça.
Donc dans le cas, là on parle, juste pour qu'on soit clair, c'est une option végétarienne obligatoire. Ça veut dire que les cantines ont obligation de proposer une option végétarienne pour les gens qui voudraient ne pas manger de viande. Une option. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans la plupart des restaurants universitaires et publics de manière générale, il n'y a pas d'option végétarien. Donc si vous voulez... Ou du moins, il n'y a pas une option obligatoire végétarienne. Et excuse-moi de t'interrompre parce que moi je suis végétarien, toi tu fréquentes plus les restaurants Crous. Et dans les restaurants Crous, maintenant, parfois quand tu y rentres en tant que végétarien, déjà, tu ne peux rien manger. Tout à fait. Et Vraiment. ben, il faut ça... Oui, c'est pour ça que je dis que... Enfin, aujourd'hui, les options végétariennes, il y en a quasiment aucune. Il y a la loi Egalim qui a proposé une expérimentation sur une soixantaine d'écoles et universités de faire une option végétarienne par semaine. C'est-à-dire que les végétariens pourraient manger une fois par semaine à la cantine. C'est loin d'être suffisant. La loi climat, pardon, la Convention citoyenne voudrait aller plus loin en mettant une option végétarienne obligatoire par jour, ce qui serait en fait ce qui permettrait de donner le choix à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être contre ça, puisque ceux qui veulent manger de la viande, ils continuent de manger de la viande, mais ceux qui veulent manger végétarien, ils auront ce choix-là. On pourrait faire ce choix. Et je rappelle aussi que l'option végétarienne, c'est l'option laïque, c'est-à-dire que c'est la seule option qui convienne à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une des raisons principales pour laquelle les restaurateurs de la loi Egalim ont introduit cette option. Ils disent les deux principales raisons invoquées, c'est le fait que ça soit laïque et le fait que ça soit meilleur pour le climat. En parlant de climat, clairement, les chiffres français montrent que les cantines végétariennes seraient un atout très puissant, ça serait bien meilleur pour le climat, ça permettrait de libérer les pressions sur l'élevage, ça permettrait d'offrir des plats de meilleure qualité nutritionnelle. Et surtout qu'en France, on est extrêmement en retard dans ce type de questions. Par exemple, je sais pas si quand tu vas en conf, etc., dans des pays étrangers, tu as toujours au moins 2-3 choix. Tu as le choix viande, tu as le choix fish et tu as le choix végétarien, vegan. Par exemple, en Allemagne, ils ont un choix vegan, végétarien, poisson. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que, voilà, que chacun a le droit de... En fait, ouais, y a une étude que je vais essayer de retrouver qui montre qu'il y a une culture culinaire qui varie entre les pays. Et en fait, dans les pays germaniques, donc ça inclut l'Angleterre dans ce cas-là, les gens s'en fichent un peu de ce que les autres mangent. Et ils vont forcément, si tu dis que t'es végétarien ou vegan, ils vont forcément faire un bon truc pour toi, pour te satisfaire. Alors que dans les pays, en France en particulier, quand tu dis que t'es végétarien, c'est vu comme un refus de participer au regroupement social qu'est le moment du repas. Et du coup, on va pas te faire de trucs spécialement pour toi. Donc c'est vachement, ça dépend vachement de la culture, mais c'est pour ça que en Allemagne ou en Angleterre, il y a des options, oui, végétariennes, vegan partout. Les gens s'en fichent un peu, quoi. Ils disent, ah bah t'es vegan, ok, bah chouette, cool ta vie. Alors qu'en France, c'est t'es vegan, oh mon dieu, mais ça veut dire que tu penses que les mangeurs de viande sont des monstres. Et puis on te file pas à manger concrètement, ou alors on te dit bah t'enlèves le steak, tu manges de l'haricot vert. Bah oui. Voilà, c'est vegan. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas du tout équilibré. Ça montre qu'il y a, enfin on ne traite pas de la même manière en Allemagne, ça serait une honte de dire à quelqu'un je t'enlève le steak et tu manges des haricots. Ouais. Personne ne ferait ça, c'est limite insultant. Insultant, ouais. Maintenant, je vais te poser une question. C'est une question ouverte. Le Covid et l'animalisme. Je te dis ces deux mots, Covid et animalisme. Tu penses à quoi ? Bah forcément, je vais penser au fait que le Covid est une maladie zoonotique, donc comme 3/4 des maladies émergentes, donc le Zika, Ebola, le Covid, mais y compris la grippe espagnole. En fait, c'était une grippe aviaire qu'on pense être originaire d'un élevage de poulets au Mexique. Donc toutes ces maladies émergentes sont des maladies zoonotiques qui viennent directement de l'exploitation animale. Dans le cas du Covid, on connaît l'origine, a priori, serait un intermédiaire qui serait le pangolin via les chauves-souris, mais il y a beaucoup de thèses qui parlent aussi des élevages de visons. Et aussi, par exemple, en Italie, il y a une étude assez sérieuse, que je pourrais aussi mettre en lien, qui montre que en septembre 2019, donc au moment où le Covid n'était même pas apparu en Chine, il y avait déjà un certain nombre d'Italiens qui participaient à une étude qui n'avait rien à voir, mais ils avaient fait une prise de sang lors de la participation à cette étude, et ils ont trouvé des anticorps au Covid
dès septembre ou octobre 2019, à un moment où il n'était même pas apparu en Même Chine. pas apparu. Et c'est des régions, ces Covid étaient dans des régions où il y avait beaucoup d'élevage pour vison, pour la fourrure. Donc à tel point qu'on pense qu'en fait, le Covid, de toute façon, toutes les maladies zoonotiques, il faut qu'elles fassent beaucoup d'allers-retours entre l'humain et l'animal. C'est des zoontroponoses. C'est des zoontroponoses. C'est des maladies qui partent de l'animal vers l'humain. Mais qui doivent faire de multiples allers-retours pour s'adapter. Par exemple, en ce moment, il y a la grippe porcine H5N8, qui, il me semble que c'est H5N8, je ne suis pas certain. En Russie, il y a eu les premiers cas de contamination humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans des élevages porcins qui ont été contaminés. Donc c'est la première étape. L'étape d'après, ça va être que les humains se contaminent entre eux. Et une fois qu'on arrive à l'étape où les humains se contaminent entre eux, c'est un nouveau Covid. Il n'y a rien qui n'arrête la transmission du virus. Bien sûr. Et donc il faut agir à la source. Donc là aujourd'hui on est tous en train de rafistoler, en train de dire on va mettre un couvre-feu, on va développer un vaccin, on va faire ci, on va faire ça. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'émergence des maladies comme ça, c'est des phénomènes stochastiques, aléatoires, qui ont une certaine probabilité d'apparaître à un certain moment. On ne peut absolument pas déterminer quand sera le prochain Covid. On ne peut pas... mais ce qu'on peut faire, c'est mettre toutes les chances de notre côté aujourd'hui pour qu'il n'apparaisse pas. Et pour ça, il n'y a vraiment pas 36 000 solutions. Il faut réduire drastiquement l'élevage des autres animaux. Exactement. Et également les interactions avec la vie sauvage. Typiquement, la viande de brousse, le sida, c'est apparu via de la viande de brousse, consommation de viande de brousse, de chimpanzés ou de je sais pas quoi. Également, quand on déforeste pour faire des pâturages pour les vaches, il y a une interaction entre la partie fraîchement déforestée, les animaux sauvages qui étaient là avant, et les nouveaux animaux avec qui les humains sont en interaction, comme les vaches, etc. Mais donc c'est sûr que le Covid met en avant plus que jamais l'importance de végétaliser son alimentation et de cesser l'exploitation animale. Ne pas encastrer des animaux dans des hangars à 1 mètre carré disponibles par animal. Ce sont des conditions complètement inhumaines. Tout à fait. Donc, et ce sont des conditions qui justement favorisent l'apparition de ces maladies parce qu'elles commencent d'abord par tomber malades entre les animaux, avant de se transmettre à nous. Et d'ailleurs, moi, il y avait quelque chose qui m'avait extrêmement choqué au moment de décrire ce qu'étaient les choses essentielles et les choses non essentielles. C'était en fait qu'on avait considéré que la chasse était quelque chose d'essentiel pour pouvoir en fait réguler dans notre mission ancestrale et mystique et de réguler le nombre d'animaux sauvages. Et aussi, il y a eu l'abattage de 2 millions de visons, ce qui démontre aussi qu'on prend le problème, finalement, on n'apprend pas de nos erreurs. Puis ça montre un peu l'influence, encore une fois, des lobbies, puisque en France, il me semble qu'il n'y a plus que 5 élevages de visons, qui vont être interdits d'ici 5 ou 10 ans par la loi contre la maltraitance animale. Donc peut-être que le Covid, en fait, aurait été une opportunité pour fermer ces élevages tout de suite. Pour dire, là, il y a 20 millions de visons, je sais pas combien de millions de visons, ils doivent tous être abattus parce qu'ils sont porteurs du Covid et parce qu'ils peuvent générer des mutations. On les abat tous, mais alors on arrête là quoi. On ne va pas refaire naître 20 millions de visons pendant 5 ans pour les exploiter encore. Exactement. On aurait pu en profiter, mais évidemment il y a des intérêts économiques, des lobbies de la fourrure qui sont tout petits. Comme je vous dis, il y a 5 élevages de visons en France, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas grand chose. Mais bon, ils ont une certaine force, ils sont présents politiquement. Après tu m'avais parlé des chasseurs. Donc la chasse c'est encore autre chose, mais... Il y aurait plein de trucs à dire sur la chasse, dans leur rôle de régulateur. En fait, il y a une grosse partie des animaux chassés en fait, qui sont élevés. En France, voilà, il y a des dizaines de millions d'animaux qui sont élevés pour être relâchés, puis abattus. Donc on parle de régulation, mais en fait, la chasse, c'est un loisir, à tel point que c'est littéralement dans la catégorie loisir chez Decathlon. Il y a du matériel de chasse qui est vendu chez Decathlon, parce que c'est considéré comme un sport. C'est pas du tout une mission d'intérêt public. Je pense que les chasseurs, ils ont obtenu ça parce que, comme j'ai dit, c'est un lobby très puissant qui a réussi à faire démissionner Nicolas Hulot de son poste de ministre de l'écologie. Ils réussissent, ils sont... faut comprendre qu'il y a quand même 1 million et quelques de chasseurs, donc c'est une bonne masse électorale. Donc politiquement, quasiment tous les présidents de tout temps, tous les politiques sont très complaisants avec les chasseurs et leur procurent beaucoup d'avantages, y compris celui d'aller pouvoir chasser quand ils veulent, où ils le veulent. Je vais te poser une dernière question parce que cette émission touche pratiquement à sa fin. Est-ce que tu as un livre ou des livres, films ou chaîne YouTube, je ne sais pas, comme tu veux, voilà, juste pour se tenir au courant, se former plus à ces questions-là, juste proposer de la lecture ouais. à nos auditeurs.
Je vous conseille déjà la page de Veganalytic, c'est une Vegan, super ah page. bah, mais ça j'allais le dire à la fin, bien sûr, Ouais, je Veganalytic, déconne. il faut, non mais tu déconnes pas, Veganalytic, il faut s'abonner, bien sûr, mais moi j'adore Veganalytic. Après, pour plus un niveau débutant, on va dire, parce que ce que je regarde aujourd'hui, 3 ans après être vegan, c'est pas ce que je regardais au début, on va dire. Je pense que pour s'introduire à ces questions-là, la chaîne de l'effet chimpanzé est très bien. Il aborde plein de sujets d'une manière bienveillante, avec des arguments sourcés et compagnie. C'est vraiment super chouette pour découvrir le véganisme. Pour les films, je conseillerais Cowspiracy, un film qui traite d'écologie. Il y a quelques inexactitudes, mais globalement il est plutôt pas mal. Vous pouvez aller voir les critiques qui ont été faites. Même L214 a fait une page pour critiquer les rares fausses informations du film, notamment le chiffre de 51% des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, alors, essentiellement c'est ça qu'on leur reproche, mais le film traite globalement de toute la pollution, l'élevage. Il est assez bien fait. Dominion, Dominion, c'est assez hardcore, c'est-à-dire tu m'as que fait découvrir d'ailleurs. oui, je conseillerais pas. Si vous voulez voir toutes les vidéos de L214, vous pouvez aller les voir. Ils ont une chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir sur leur site. On va les mettre en description. On va les mettre en description, et eux ils montrent en fait vraiment ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs français. Il y a des abattoirs bio, il y a des abattoirs halal, il y a des abattoirs il y a tous les abattoirs que vous voulez. Comme ça, vous avez plus d'excuses. Et ça vous permet de voir vraiment ce qui se passe. Bon, une fois que vous avez pris connaissance, c'est pas forcément utile de s'acharner à continuer à regarder ça. Moi, je sais que j'en regarde plus depuis longtemps. J'en ai beaucoup regardé à une période pour savoir précisément quelles étaient les pratiques. Aujourd'hui, j'en regarde plus, mais je pense que c'est nécessaire en fait parce qu'on peut parler là, on peut dire on abat 3 millions d'animaux par jour, on élève dans des 6 poules par mètre carré. On peut en parler, mais tant qu'on le voit pas, je pense qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre lire quelque chose ou entendre quelque chose et l'expérimenter soi-même. Et pour finir, un livre un peu plus intellectuel pour les gens qui ont envie qui aiment les expériences de pensée, on va dire. Ça serait La Révolution antispéciste, qui est publié aux presses universitaires françaises. Et ce livre aborde vraiment les fondements de l'antispécisme sous tout un tas d'angles. Il y a des articles qui traitent pas directement de l'antispécisme mais qui sont super intéressants. Globalement, ce livre a vraiment changé la manière dont je vois l'animalisme et l'antispécisme aujourd'hui. Peut-être un autre livre que je recommanderais qui est peut-être plus accessible que La Révolution antispéciste, qui est beaucoup plus théorique. Ça s'appelle Solidarité animale de Axel Pleyot-Broch et Yves Bonnardel. Et dans Solidarité animale, il développe beaucoup l'importance du combat et les analogies avec d'autres combats. Voilà, c'est vraiment un livre que je recommande vivement pour comprendre les enjeux politiques de la lutte animaliste et éthique. C'est parfait, donc et pour continuer à se tenir au courant et à se former plus aux questions donc, de végétalisme, avec des chiffres, des études, des sondages, etc. Parce que je vous le dis directement, Guillaume est fan de chiffres, il est imbattable, incollable sur la bataille des chiffres, donc, donc vous pouvez aller voir sa chaîne Veganalytic, vous likez sa page Facebook, vous le suivez sur Twitter, ma page Twitter aussi à moi, parce qu'en fait il a plus d'abonnés que moi, mais en fait c'est ça le truc en fait, tu vois, vraiment c'est toi qui me fais de la pub. Ouais, c'est ça. Donc merci beaucoup d'être venu. Hein. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant plus d'une heure. Je sais pas combien je fais la vidéo, on verra après. Nous, on a passé un très très bon moment ensemble. Dis aux auditeurs genre un dernier mot comme ça. Sur une phrase, tu résumes la phrase. The phrase. La question animale est super importante objectivement et on peut tous faire des efforts minimes pour avoir un impact majeur sur le sort que subissent les animaux aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume. Vous partagez, vous likez cette vidéo, vous écrivez en commentaire ce que vous en avez pensé et merci beaucoup pour votre écoute. Donc c'était les curieux. N'oubliez pas, restez curieux car la curiosité n'est pas un vilain défaut mais une qualité fondamentale. Je vous fais de très très gros bisous et à plus. Au revoir. Au revoir. Yeah, antispéciste, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispéciste, car la loi est des plus injustes, et qu'envers la morale, leur système est une injure. Antispéciste, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispéciste, tous ensemble on se doit d'agir, redoubler d'efforts jusqu'à ce que toutes les cages soient vides.